Tout le temps, tout va mal. Combien de temps ça va durer? François Langlais se pose aussi la question, mais lui apporte quelques réponses. C'est notre invité fil rouge. Bonsoir. Bienvenue. Voilà. Bonjour. Bonsoir François Langlais, bienvenue, comment allez-vous? Bien. Bon, bienvenue sur le plateau. Vous êtes la star des journalistes échos, on vous voit, on vous écoute sur TF1, sur RTL et sur LCI, le point de départ de ce livre qui va intéresser tout le monde, c'est tout bête. Partout, c'est le désordre, partout, tout va mal, partout, tout est déréglé. Et donc on se pose tous la question, combien de temps ça va durer, sachant que... L'année 1974 risque d'être difficile. L'année 1981 sera encore une année difficile. Nous venons de vivre une année difficile. L'année qui s'achève a été difficile. 1996 a été une année difficile. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. L'année 2013 a été intense et difficile. Cette année 2020 a été difficile. On ne s'en lasse pas, on l'a déjà diffusé cette semaine. Pourquoi tous dérèglent en même temps? Crise écologique, crise économique, crise internationale, déferlement technologique, pourquoi? En fait, on vit une espèce de crise de transition, comme ça arrive une fois par siècle. C'est curieusement toujours à intervalles relativement réguliers, c'est tous les 80-90 ans. Ça correspond au plan géopolitique avec le changement de maître du monde. C'est la fin du siècle américain qui avait commencé après la Première Guerre mondiale. Et on voit bien que du coup, tous les méchants se réveillent, hein. C'est la Corée du Nord, c'est la Russie, etc. C'est aussi chez nous la fin d'un cycle idéologique libéral qu'on a connu pendant 30 ou 40 ans avec une relative prospérité, après la chute du mur de Berlin jusqu'à la guerre d'Ukraine qui en a marqué la fin. Et tout ça, eh bien, ça provoque des bouleversements à la fois dans l'économie, dans la géopolitique, dans la société, une remise en cause des élites qu'on vit quotidiennement avec la mise en cause des politiques, des chefs d'entreprise, des journalistes. Et là, vous venez de dire la fin du grand cycle libéral. Oui. On le sent, ça? Bah écoutez, regardez. Moi, je ne sens pas spécialement que c'est la fin du grand cycle libéral. Je vois au moins deux arguments pour dire ça. Le premier, c'est que, au plan économique, mon prisme est plutôt économique, hein, on reparle de souveraineté, de frontières, de politique industrielle et non plus de marché. Pendant 30 ans, ces mots-là étaient interdits parce qu'on disait le marché peut tout régler. On s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Au plan de la société, j'observe, comme vous, que pendant 30 ou 40 ans, disons, la pulsion dominante était le désir de liberté. Aujourd'hui, il me semble que c'est plutôt le besoin de protection qui domine, et le besoin d'autorité, d'ordre, d'une certaine façon. Ça, vous aimez bien l'autorité? Moi, je suis un observateur, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Oh, mais si, vous en avez une. Oui, enfin, elle n'est pas très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement Notre vision du monde qui devient moins libérale et davantage encline à restaurer l'autorité malmenée par plusieurs décennies de liberté et de tolérance finalement excessive du point de vue de la survie du groupe. Ah, c'est quoi ça? Oui, c'est vous. Ah, oui, ça ne m'étonne pas. Donc l'autorité, c'est carrément l'autoritarisme. Non. Un peu d'ordre, mon Dieu. C'est, si vous voulez... Ah, alors, faut dire un truc. Vous connaissez. Ah, oui. On a le même coiffeur depuis longtemps. Ouais, c'est une blague moyennement drôle, mais ça va. Écoutez... Alors, vous étiez... sur LCI, c'est ça? On se connaît depuis longtemps. Mais est-ce que vous et appréciez... on s'est chamaillé ces dernières années. Vous êtes chamaillé. Voilà. Non, il fallait juste... Chamaillé gentiment. Aussi, oui. Chamaillé gentiment. Ça dépendait des jours. Ouais, Qui gagnait dans les duels? Moi. Autre chose? C'est vrai, c'est lui? Oui, je l'ai laissé répondre, ça lui fait plaisir. Donc l'autoritarisme. Non, si vous voulez, c'est que après une période où justement on a remis en cause toutes les autorités, celle du prof, celle du patron, celle du policier, celle du politique, celle du maire, on se rend compte que une société ne peut pas fonctionner comme ça et que ça occasionne des dégâts desquels nous souffrons tous. Et il me semble voir poindre justement dans la société, dans la politique, une demande pour rétablir une forme d'ordre. Ça n'est pas l'autoritarisme. Et alors, si je poursuis un peu plus loin mon raisonnement, j'observe aussi que les partis traditionnels n'y répondent pas. C'est-à-dire la gauche traditionnelle social-démocrate, la droite... Donc ça va dans les extrêmes.
C'est-à-dire qu'en fait, pour ces partis qui sont justement formés par le logiciel libéral, cette demande d'ordre ou d'autorité, elle est infamante, elle est régressive. Et du coup, ils ne veulent pas y répondre. Mécaniquement, ça profite aux populistes. Je pense que la montée des populistes, à gauche comme à droite, c'est l'expression de l'inadéquation entre la demande politique et puis l'offre des partis traditionnels. C'est pas la première fois que ça arrive. Dans toutes les périodes de transition, on voit ça, et notamment dans les années 30, c'est la dernière période de transition qu'on a connue. Ça s'est mal terminé. Il y a des similitudes, mais il y a aussi de grosses différences, évidemment. Mais généralement, quand on regarde l'histoire, et c'est toujours d'un grand secours, on voit qu'au bout d'un moment, et regardez ce qui s'est passé en Pologne cette semaine, les partis traditionnels... Le retour à la démocratie. Ils reprennent la main, ils comprennent ce qu'on attend d'eux, et qu'ils raisonnent un peu face à un marché. Donc face à un marché, ils s'adaptent, et ils adaptent leur offre. Est-ce que c'est la fin de la puissance occidentale? Et si oui, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, non mais ça, vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, parce que... Est-ce que vous parlez des méchants et des gentils Oui, c'est les méchants vus de chez nous, qui sommes occidentaux, bien sûr, au sens large. Ça intègre, évidemment... Mais on est les méchants vus de chez eux. Probablement. C'est certain, mais c'est vrai qu'il y a aussi un grand cycle qui se termine au-delà de la transition des maîtres du monde qui est assez classique. Il y a eu la France, l'Angleterre au XIXe siècle, les États-Unis au XXe. Ça a toujours été des pays occidentaux, toujours. Européens d'abord. Et là, ça change. Mais là, le challenger, il est chinois. Quand on voit les BRICS, les BRICS, ce sont eux. Oui. Donc il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, sachant que Lavrov remplace Poutine parce qu'il ne pouvait pas aller à Johannesburg. Quand on les voit, eux, est-ce que c'est eux les prochains maîtres du monde? Écoutez, en tout cas, ils y aspirent. Ou c'est pas déjà eux, hein? Ils y aspirent. La Chine le dit sans embâche. L'Inde joue sa partition maintenant de façon de plus en plus claire, aussi à l'occasion justement du sommet des BRICS ou même de la présidence du G20. C'était la dernière réunion du G20, était à New Delhi, avec Modi en patron. Et c'est vrai qu'ils se disent, nous sommes les pays les plus peuplés, c'est difficilement contestable. 2, nous avons vécu des siècles d'oppression, de prédation de la part des Occidentaux. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'imposer notre loi. Et niveau économie? Au niveau économique, bien sûr. Bien sûr. C'est drôle d'ailleurs parce que il y a 20 ans, quand on a inventé cet acronyme, c'est la banque Goldman Sachs américaine qui a inventé ça, je crois que c'était en 2001, et on imaginait que ces pays allaient devenir, disons, les acheteurs de nos produits, hein, le prolongement de l'économie occidentale. Et évidemment, on allait garder la maîtrise de tout ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a une chose qui me gêne dans votre raisonnement, pour être très honnête et très sérieux, c'est que le constat est juste, mais en même temps, vous dites, moi je suis un observateur, je ne m'engage pas. C'est un peu impossible à tenir comme position, parce qu'on voit bien que l'idée de la liberté est en crise, les libertés sont en crise. Avec les libertés, la pauvreté s'accroît, et avec les libertés, la planète se détruit. Mais on doit être les combattants de la liberté. Les 5 zozos qu'on a vus, ce n'est pas des modèles alternatifs. Ce n'est pas du tout des modèles. Donc on est quand même obligé de s'engager. Là, aucun des 5 n'est sympathique. De se battre. Là, hein. Et de se battre, oui, bien sûr. De se battre contre, la liberté, contre le Russe qui est un salopard, contre le Chinois qui est un danger, contre les populistes. Donc on est obligé de... Notre modèle est peut-être critiquable, en crise, et n'obtient pas les résultats que l'on souhaiterait qu'il obtienne, mais il est bon. Je le pense profondément. Et je le dis régulièrement. Pour autant, il me paraît plus important de pointer l'évolution des rapports de force de façon à pouvoir justement susciter un engagement collectivement. Mais mon rôle, me semble-t-il, qui est celui d'un journaliste, est d'abord d'être un analyste de la situation actuelle. Mais ça n'exclut pas de dire les choses telles qu'elles sont. Un analyste, mais en fait, la posture de l'objectivité parfaite est une posture qui ne nous sert pas. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tout à fait. Mais il faut chercher à améliorer ce qui peut-être ne marche pas, mais imaginer que d'autres possèdent un modèle de remplacement, c'est une erreur. Mais encore faut-il justement montrer, c'est ce que je m'essaye à faire, que justement ce rapport de force évolue beaucoup plus vite qu'on ne l'avait imaginé, sur des terrains qui sont à la fois géopolitiques, militaires, technologiques, sur les matières premières. C'est ça, me semble-t-il, le rôle d'un journaliste, au fond, c'est de dessiner le plus fidèlement possible cette toile de fond, pour qu'après, tout le monde puisse se situer. Moi, je me situe
dans notre camp. Et sans aucun doute, j'ai vécu en Chine, je sais ce que c'est que d'avoir vécu dans un pays totalitaire. J'ai vécu dans une Chine qui était celle des années 80, qui était un pays communiste très dur. Et ça m'a vacciné définitivement et accroché, si j'en avais besoin, à la démocratie, bien sûr.